L'odeur de désinfectant brûlait les narines, cette odeur hospitalière qui mélangeait l'éther à la proximité de la mort, qu'Amélie Dubois serrait la main de sa mère avec une telle force que ses doigts commençaient à lui faire mal. Mais elle ne lâchait pas. Elle ne pouvait pas lâcher parce qu'elle savait que c'était le dernier jour, la dernière heure, les dernières minutes qu'elle aurait avec la femme qui lui avait donné la vie, là à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans la chambre 312 au bout du couloir glacial, où les infirmières passaient en hâte, évitant de regarder à l'intérieur parce qu'elle savait que quelqu'un y était en train de partir. Et Amélie pleurait tellement qu'elle peinait à voir le visage de sa mère à travers les grosses larmes qui coulaient sans cesse, parce que ce n'était pas juste. D'abord, son père était mort dans un accident sur l'autoroute A6 3 ans plus tôt, et maintenant sa mère se consumait à cause d'un cancer qui avait tout rongé de l'intérieur. Elle se retrouvait seule au monde à 23 ans, sans personne, complètement seule. Sa mère essayait de parler, mais sa voix sortait faible, si faible qu'Amélie dut approcher son oreille des lèvres sèches de la femme pour entendre « Ma fille, tu dois me promettre quelque chose ». Amélie secoua la tête désespérée, car elle savait déjà qu'elle n'aimerait pas ce qui allait suivre. « Non, maman, ne dis pas ça, tu vas guérir, tu vas sortir d'ici et on habitera de nouveau ensemble. » Mais sa mère lui serra la main avec une force qui semblait impossible pour ce corps si fragile. « Écoute ce que je te dis, Amélie. Promets-moi que tu épouseras l'héritier de la famille Laurent. Auguste Laurent m'a fait une promesse quand ton père est mort. Il a dit qu'il prendrait soin de toi, que son fils Raphaël t'épouserait et que tu ne manquerais jamais de rien. » Amélie sentit le monde s'effondrer. Elle ne connaissait pas ce Raphaël, ne l'avait jamais vu de sa vie. Elle savait seulement que la famille Laurent possédait la moitié des entreprises de construction de Paris et que le vieil Auguste avait été l'associé de son père bien des années auparavant, avant qu'il ne devienne riche. « Non, maman, je ne peux pas promettre ça. Je n'aime pas cet homme, je ne le connais même pas. » Mais sa mère se mit à tousser, cette toux sèche et douloureuse qui faisait trembler tout son corps, et le moniteur cardiaque commença à biper plus vite. Les infirmières entrèrent en courant, et au milieu de toute cette confusion, sa mère prit le visage d'Amélie entre ses mains tremblantes et dit, les yeux déjà vitreux, « Promets-le, ma fille, pour l'amour de Dieu, promets-le. Sinon tu resteras seule et sans rien dans ce monde. » Et Amélie ne put refuser, ne put dire non à cette femme qui se mourait devant elle. Alors elle murmura d'une voix brisée, « Je te le promets, maman. Je promets que je l'épouserai. » Ce fut comme si ces mots étaient la dernière chose que sa mère avait besoin d'entendre. Elle sourit malgré la douleur et la souffrance, et ferma lentement les yeux tandis que le moniteur se mettait à émettre ce son continu et aigu qui signifiait que c'était fini, que la vie était partie. Et Amélie hurla si fort qu'elle a dû réveiller tout l'hôpital. « Non, non, ce n'est pas possible. Reviens, maman, s'il te plaît, reviens. » Mais crier ne servait à rien, car sa mère était partie pour toujours, la laissant seule au monde avec une promesse aussi lourde qu'une chaîne autour du cou. Amélie sortit de l'hôpital en titubant dans les rues de Paris, mouillée par un fin crachin typique d'octobre, ce crachin parisien, qui n'est pas vraiment de la pluie mais qui trempe tout autant. Elle marchait sans but dans les arrondissements du centre, ne sachant où aller car l'appartement loué dans le Marais était bien trop vide maintenant. Vide, et froid, et rempli de souvenirs. Elle continua donc à marcher jusqu'à ce que ses jambes lui fassent mal et que le froid de la nuit commence à pénétrer son manteau fin. C'est alors qu'elle passa devant un petit bar de Saint-Germain-des-Prés d'où s'échappait un air de jazz manouche, ce vieux jazz que son père aimait écouter. Elle entra sans trop réfléchir, s'assit dans un coin sombre et commanda un verre de Calvados, puis un autre et encore un autre. Elle voulait oublier, voulait effacer de sa mémoire le son de ce moniteur cardiaque s'arrêtant, voulait ne pas avoir à penser à la promesse qu'elle venait de faire, au mariage avec un inconnu qui l'attendait. Tandis que l'alcool lui brûlait la gorge et lui embrumait l'esprit, elle ne remarqua même pas un homme s'asseoir à la table voisine. Un homme grand en costume sombre, qui semblait lui aussi fuir quelque chose, qui buvait comme s'il voulait oublier le monde. Et c'est ainsi, au milieu de la douleur, de l'alcool et de la musique, que leurs regards se croisèrent pour la première fois. Il y eut quelque chose dans ce regard qui fit s'arrêter le cœur d'Amélie une seconde. Quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, mais qui ressemblait à une reconnaissance, comme si leurs âmes se connaissaient déjà d'une autre vie. L'homme sourit, un sourire triste et de travers, et dit simplement « Vous fuyez quelque chose, vous aussi ?» Amélie ne savait pas s'il parlait de fuir un lieu ou de fuir la vie elle-même, mais elle répondit « J'essaie.
Il leva son verre dans un toast silencieux et elle fit de même. Et c'est ainsi que tout commença, sans préméditation, sans penser aux conséquences. Quand il lui tendit la main et dit « Voulez-vous danser ?» Elle accepta, même en sachant qu'elle ne devrait pas, même en sachant qu'elle venait de promettre à sa mère d'épouser un autre homme. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'importait, car la douleur était trop grande, et elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour la faire taire, ne serait-ce que pour quelques heures. Ils dansèrent au milieu du bar, tandis que le jazz laissait place à une musique plus lente. Son corps était chaud contre le sien, et le parfum boisé qu'il portait se mêlait à l'odeur du calvados. Amélie posa sa tête sur son épaule, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle sentit autre chose que de la douleur. Elle sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, une envie de rester là pour toujours, dans cette étreinte d'étrangers qui se comprenaient sans parler. Quand la musique s'arrêta, il prit son visage entre ses grandes mains et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser timide ni délicat, mais un baiser urgent et désespéré, comme s'ils se noyaient tous les deux et que ce baiser était le seul air disponible au monde. Amélie répondit avec la même intensité car, à cet instant, elle n'était plus la jeune fille qui venait de perdre sa mère, ni la fille obéissante qui avait fait une promesse. Elle n'était qu'une femme qui voulait ressentir quelque chose, n'importe quoi qui ne soit pas cette horrible douleur qui la consumait de l'intérieur. Et c'est ainsi, entre les baisers, les verres de calvados et les regards qui en disaient plus que 1000 mots, qu'ils sortirent du bar main dans la main, trébuchant sur les trottoirs mouillés de Saint-Germain, riant de choses qui n'avaient rien de drôle, mais qui semblaient hilarantes dans leur état d'ébriété. Il héla un taxi et donna une adresse à laquelle Amélie ne prêta pas attention. Sur la banquette arrière, ils continuèrent de s'embrasser comme des adolescents amoureux et le chauffeur feignait de ne pas voir dans le rétroviseur. Quand ils arrivèrent à un petit hôtel discret de la rue de Pigalle, il paya le chauffeur et l'entraîna à l'intérieur. Le réceptionniste leur tendit une clé sans poser de questions, car il avait vu cette scène 1000 fois, des couples ivres cherchant un endroit pour passer la nuit. Dans la chambre sombre qui sentait la lavande artificielle, les vêtements tombèrent au sol. Ses mains explorèrent le corps d'Amélie, avec une urgence qui lui faisait tout oublier. Elle s'abandonna complètement, le laissa la toucher comme personne ne l'avait jamais touchée, le laissa lui faire ressentir des choses qu'elle ne savait même pas possibles. Et c'est là, dans cette nuit interdite entre des draps blancs qui sentaient la lessive, qu'Amélie Dubois perdit plus que sa virginité. Elle perdit aussi le dernier morceau d'innocence qui lui restait. L'homme dont elle ne connaissait même pas le nom la prit dans ses bras ensuite, caressant ses cheveux bruns tandis qu'ils tentaient tous deux de reprendre leur souffle. Elle se sentit en sécurité là, en sécurité comme elle ne s'était pas sentie depuis longtemps. Et c'est pourquoi elle finit par s'endormir. Blottie contre sa poitrine, épuisée par la douleur, l'alcool et tout ce qui s'était passé en cette journée impossible. La lumière du matin filtrait par la fenêtre sans rideau quand Amélie ouvrit les yeux. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle était jusqu'à ce que le mal de tête martelant ses tempes et la nausée montant à sa gorge lui rappellent tout, sa mère mourante, le bar, l'homme. Elle tourna lentement la tête et le vit, endormi à côté d'elle, son visage détendu et beau éclairé par la clarté du jour. C'est à cet instant que la culpabilité la frappa de plein fouet. Une culpabilité si grande qu'elle semblait un poids physique écrasant sa poitrine. Mon Dieu, qu'avait-elle fait? Elle avait promis à sa mère d'épouser l'héritier des Laurent, et la nuit même, elle avait couché avec un parfait inconnu. Elle s'était donné corps et âme à un homme dont elle ne connaissait même pas le nom. Comment allait-elle regarder son futur mari maintenant? Comment allait-elle affronter sa famille en sachant qu'elle avait trahi la promesse avant même de commencer? Les larmes se remirent à couler sur son visage, tandis qu'elle se levait doucement du lit, ramassait ses vêtements éparpillés sur le sol, s'habillait avec des mains qui tremblaient si fort qu'elle peinait à boutonner sa robe. Elle chercha son sac qu'elle avait laissé tomber près de la porte. En attrapant le foulard en soie que sa mère lui avait offert pour son dernier anniversaire, elle ne remarqua pas que le fin collier en argent qu'elle portait toujours, ce simple collier, avec les initiales AD gravées que son père lui avait données pour ses 15 ans, glissa de son cou et tomba silencieusement entre les draps froissés. Elle quitta la chambre sans un regard en arrière, descendit les escaliers en courant, passa devant la réception, en ignorant le regard curieux du réceptionniste, et sortit dans la rue où le Paris matinal était déjà éveillé et bruyant. Elle marcha sans but, pleurant doucement, se sentant la pire personne au monde.
sentant qu'elle avait souillé la mémoire de sa mère, qu'elle avait tout détruit avant même que quoi que ce soit ne commence. Raphaël Laurent se réveilla la tête lourde et la bouche sèche. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il était et ce qui s'était passé la nuit précédente. Quand le souvenir lui revint, il se tourna, s'attendant à voir la femme qui avait été dans ses bras, mais la place était vide. Il s'assit sur le lit, passant les mains sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. La nuit avait été trop intense, différente de tout ce qu'il avait jamais vécu. Lui qui avait toujours été un homme froid et calculateur, qui avait toujours gardé ses émotions sous contrôle, s'était complètement perdu dans les bras de cette inconnue. Et maintenant, elle était partie sans rien dire, sans laisser un numéro de téléphone, sans même laisser son nom. Raphaël sentit une frustration monter en lui, une envie de courir après elle dans les rues de Paris. Mais comment trouver quelqu'un dont il ignorait tout? C'est alors que quelque chose brilla au milieu des draps blancs. Il tendit la main et ramassa le fin collier en argent. Il regarda les initiales gravées, AD. C'était si peu, mais c'était tout ce qu'il avait d'elle. Il referma le poing sur le collier, sentant le métal froid contre sa peau. C'est là qu'il remarqua les taches sur le drap, des taches qui trahissaient que cette femme avait été vierge, qu'elle s'était donnée à lui pour la première fois. Raphaël sentit quelque chose d'étrange lui serrer la poitrine, un mélange de culpabilité, de fascination et d'une envie inexplicable de la retrouver, de lui demander pourquoi elle s'était enfuie, de savoir qui était cette femme aux yeux tristes, qui l'avait bouleversé comme personne n'avait jamais réussi à le faire. Il rangea le collier dans la poche de sa veste comme un trésor précieux, s'habilla lentement et quitta l'hôtel, l'esprit bouillonnant de questions sans réponse, sans savoir que dans quelques heures, il devrait se rendre à l'étude du notaire pour signer les papiers d'un mariage arrangé par son père, sans savoir que la femme qu'il cherchait désespérément était précisément la fiancée qu'il jurait ne jamais vouloir rencontrer. Le bureau d'Auguste Laurent se trouvait au dernier étage d'une tour de la Défense avec d'immenses baies vitrées offrant une vue sur toute la ville. Raphaël y entra, encore sous le coup de la gueule de bois de la veille, le collier de l'inconnu lui brûlant la poche. Son père était assis derrière le bureau en acajou, un homme d'une soixantaine d'années aux cheveux grisonnants et au regard sévère. Il désigna la chaise en face de lui sans cérémonie. « Assieds-toi, il faut qu'on parle. » Raphaël se laissa tomber dans le fauteuil en cuir en soupirant. « Si c'est à propos du mariage, père, je vous ai déjà dit que je n'en veux pas. C'est une pratique d'un autre âge. Les mariages arrangés, ça n'existe plus. » Mais Auguste frappa la table de la main, avec une force qui fit sursauter les papiers. « Ne me sers pas ce discours, Raphaël. J'ai donné ma parole à Dubois avant qu'il ne meure. J'ai promis que sa fille ne manquerait jamais de rien, que tu l'épouserais et que tu prendrais soin d'elle. » Et un Laurent ne revient pas sur sa parole. Raphaël se leva, irrité. « Dubois est mort il y a 3 ans, père. Et maintenant, la mère de la fille est morte aussi. Il n'y a plus personne pour exiger cette promesse. » Mais son père se leva également, s'appuyant sur le bureau. « Il y a quelqu'un. Il y a la jeune fille elle-même, qui est seule au monde, et il y a mon honneur qui est en jeu. C'est grâce à Dubois qu'on a pu développer l'entreprise quand elle était au bord de la faillite. C'est lui qui nous a prêté de l'argent, quand plus personne ne croyait en nous. Et maintenant qu'il est mort et sa femme aussi, leur fille est là seule et sans rien. Tu vas honorer ce que j'ai promis. Tu vas épouser Amélie Dubois, point final. Raphaël passa les mains dans ses cheveux, désespéré. Comment pouvait-il épouser une inconnue, alors que la seule chose à laquelle il pensait était la femme de la nuit dernière, la façon dont elle avait gémi doucement quand il l'avait touchée, la façon dont elle s'était accrochée à lui, comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. « C'est bon, père, c'est bon. Je l'épouserai. Mais ne me demandez pas de l'aimer. Ne me demandez pas d'être fidèle. Ce ne sera qu'un contrat, un simple papier signé pour que vous puissiez préserver votre fichu honneur. » Auguste ferma les yeux un instant, comme si ces mots l'avaient blessé, mais quand il les rouvrit, son regard était ferme. « Alors, signe les papiers. Le notaire a fixé le rendez-vous pour cet après-midi. » Raphaël sortit en claquant la porte, descendit au parking, monta dans sa voiture de luxe et resta assis sur le siège en cuir, serrant le volant avec force, sentant le collier dans sa poche le brûler comme une braise. Il sortit l'objet et regarda à nouveau les initiales. AD. Une partie de lui voulait le jeter et oublier, mais une autre partie, celle qui s'était réveillée seule ce matin-là, avec un étrange vide dans la poitrine, serra le collier avec force et se jura de retrouver cette femme, coûte que coûte.
Amélie était assise sur le vieux canapé de l'appartement du Marais, regardant les murs vides, les quelques meubles qui restaient, les photos de famille encore accrochées. Le téléphone sonna. Elle répondit d'une voix faible. C'était l'avocat de la famille Laurent, lui disant qu'elle devait se rendre à l'étude du notaire cet après-midi pour signer les papiers du mariage. Amélie ferma les yeux, sentant le poids de la promesse lui serrer la poitrine. C'était ça, il n'y avait pas de retour en arrière. Sa mère était morte et l'avait laissée prisonnière d'un engagement qu'elle ne voulait pas, liée à un homme qu'elle n'avait jamais vu. Et le pire, c'est qu'elle portait maintenant ce terrible secret, cette nuit avec l'inconnu qui la hanterait pour toujours. Elle se prépara lentement, enfila une robe bleu marine que sa mère aimait, attacha ses cheveux bruns en un simple chignon et sortit, prenant le métro jusqu'au centre car elle n'avait pas d'argent pour un taxi. L'étude du notaire était dans un vieil immeuble qui sentait le papier moisi et le silence pesant. Une secrétaire la conduisit dans une salle où l'avocat l'attendait avec une pile de documents. Amélie demanda d'une voix tremblante. « Et le marié, il ne vient pas ?» L'avocat répondit sans la regarder. « Monsieur Laurent a demandé que vous signiez séparément. Il s'occupera de sa signature plus tard. » Ce fut comme une gifle. Il ne s'était même pas déplacé pour son propre mariage, n'avait même pas eu la décence de se montrer pour la regarder. Amélie sentit les larmes lui brûler les yeux, mais ne les laissa pas couler. Elle prit le stylo que l'avocat lui tendait et signa là où il indiquait un nom après l'autre, Amélie Dubois, Amélie Dubois, Amélie Dubois, jusqu'à ce qu'à la fin du document, elle doive signer son nouveau nom, Amélie Dubois Laurent. Elle traça ses lettres en sentant qu'elle signait sa propre condamnation à la prison. Quand elle eut terminé, l'avocat ramassa les papiers et dit « Félicitations, Madame Laurent. À partir de maintenant, vous faites partie de la famille. » Mais il n'y avait rien à fêter. Il n'y avait pas de famille. Il n'y avait que la solitude, la honte et le poids d'un secret qu'elle porterait pour toujours. Raphaël était dans son bureau à la tour, regardant par la fenêtre le trafic chaotique du périphérique. L'avocat avait appelé pour dire que la fiancée avait déjà signé les papiers et qu'il devait se rendre à l'étude. Mais Raphaël avait refusé, demandant qu'on lui envoie les documents à signer directement au bureau. Il ne voulait pas voir cette femme, ne voulait pas regarder le visage de la personne qui allait être sa femme uniquement sur le papier. Quand les documents arrivèrent, il les feuilleta rapidement sans y prêter attention, cherchant seulement l'endroit où signer. C'est alors qu'il vit son nom complet écrit là, Amélie Dubois. Quelque chose en lui tressaillit. Amélie commençait par un A et Dubois par un DAD, les mêmes initiales que le collier qu'il portait dans sa poche. Il sortit le collier et regarda à nouveau les lettres gravées, AD, puis le nom sur le document Amélie Dubois. Son cœur se mit à battre plus vite. Ce n'était pas possible. Il était impossible que la femme de cette nuit soit la même que celle qu'il venait d'épouser sur le papier. Mais les initiales correspondaient. Il revint à la première page du document, cherchant plus d'informations. Il y avait une petite photo d'identité jointe, la photo de la fiancée. Quand Raphaël regarda cette photo, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était elle. C'était la femme du bar, la femme aux yeux tristes, la femme qui s'était abandonnée dans ses bras avant de s'enfuir en ne laissant qu'un collier en souvenir. Raphaël laissa tomber les papiers sur le bureau et se passa les mains sur le visage, sous le choc, essayant de digérer cette information impossible. Comment était-ce possible? Comment le destin avait-il pu jouer un tour pareil? La femme qu'il cherchait désespérément, la femme qui ne quittait pas ses pensées, était sa propre épouse qu'il jurait ne jamais vouloir rencontrer. Il ne savait pas s'il devait rire ou pleurer, ne savait pas si c'était une bénédiction ou une malédiction, car tout à coup tout avait changé. Le mariage arrangé qui semblait être une prison s'était transformé en quelque chose de complètement différent, en la possibilité de retrouver la femme qui l'avait bouleversé comme personne d'autre. Mais en même temps, il se demandait pourquoi elle n'avait rien dit cette nuit-là, pourquoi elle s'était enfuie. Savait-elle qui il était? Tout avait-il été calculé? La méfiance commença à grandir en lui, mêlée à l'attirance et au désir. Raphaël prit le téléphone et appela l'avocat. « J'ai besoin de toutes les informations sur Amélie Dubois. Tout. Où elle vit, à qui elle parle, ce qu'elle fait. Je veux tout savoir sur elle. » L'avocat hésita. « Ah mais monsieur, c'est votre femme maintenant. » Raphaël l'interrompit. « C'est exactement pour ça. C'est ma femme, mais je ne sais rien d'elle. Alors enquêtez et rapportez-moi tout ce que vous découvrirez. » Il raccrocha et resta là, debout au milieu de son bureau, tenant le collier entre ses doigts, regardant les initiales AD.
Une partie de lui voulait courir à son adresse et la confronter, lui demander pourquoi elle n'avait rien dit. Mais une autre partie avait peur de ce qu'il découvrirait, peur que cette nuit qui avait semblé si réelle n'ait été qu'une farce. Amélie était allongée sur le lit de l'appartement vide, fixant le plafond fissuré. Son corps lui faisait mal à force d'avoir pleuré. Elle porta la main à son cou, cherchant le collier qu'elle portait toujours, celui que son père lui avait donné mais ne le trouva pas. C'est là qu'elle réalisa qu'elle avait dû le perdre. Elle essaya de se souvenir où elle l'avait vu pour la dernière fois, et le souvenir de la nuit à l'hôtel lui revint en force. Elle comprit qu'elle avait dû le laisser tomber là-bas, dans la chambre. Maintenant, elle n'avait même plus ça, plus rien qui la reliait à son père. Les larmes se remirent à couler. C'est alors que la sonnette retentit. Amélie se leva, confuse, car elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit la porte, c'était une femme d'une trentaine d'années, bien habillée, souriante. « Bonjour, vous devez être Amélie. Je suis Camille. On a travaillé avec votre père il y a quelques années. J'ai appris pour votre mère, et je suis venu vous présenter mes condoléances. » Amélie la laissa entrer sans vraiment se souvenir d'elle, car elle était si fatiguée et seule que n'importe quelle compagnie semblait préférable à rester seule avec ses pensées. Camille s'assit sur le canapé et se mit à discuter, posant des questions sur comment Amélie se sentait, sur ses projets. Et Amélie finit par tout raconter. La promesse que sa mère lui avait arrachée sur son lit de mort, le mariage arrangé qu'elle avait signé cet après-midi-là. Et dans un moment de faiblesse, la voix étranglée par les sanglots, elle raconta aussi la nuit au bar, l'homme qu'elle avait rencontré, comment elle s'était entièrement donnée à un inconnu. Camille écouta tout en silence, mais son regard changea, devint plus attentif, plus intéressé. Quand Amélie eut fini de parler, Camille soupira et dit d'une voix qui se voulait compatissante, mais qui suintait le jugement. « Oh, Amélie, vous avez passé la nuit avec un homme que vous ne connaissiez même pas, le jour même de l'enterrement de votre mère. Comment avez-vous pu faire ça ?» Amélie sentit la honte lui brûler le visage. « Je sais que c'était mal. J'étais désespérée, j'étais perdue. » Mais Camille secoua lentement la tête. « Excusez ma franchise, mais c'était très irresponsable. Vous avez agi sans penser aux conséquences, et maintenant, vous êtes une femme mariée. Qu'est-ce que vous croyez que votre mari pensera quand il le découvrira ?» Ces mots étaient comme des couteaux aiguisés lui lacérant la peau. Amélie pleurait doucement. « Je sais, j'ai tout gâché. » Camille posa une main sur son épaule, un geste qui paraissait réconfortant, mais qui en réalité semait les graines de la culpabilité et du désespoir. « Écoutez, je ne vais pas vous juger, mais vous devez être prudente. Vous devez garder ce secret très bien gardé, parce que si la famille Laurent le découvre, votre vie va devenir un enfer. » Amélie hocha la tête, essuyant ses larmes, sans se rendre compte que Camille archivait déjà cette information dans sa tête, pensant déjà à comment elle pourrait l'utiliser à son avantage. Car Camille avait ses propres plans, ses propres intérêts, et venait de découvrir un secret qui pourrait s'avérer très utile à l'avenir. Les semaines passèrent, et Amélie vivait comme un fantôme dans l'appartement du Marais, entretenue par la pension que les avocats de la famille Laurent déposaient sur son compte chaque mois. Une somme généreuse qui lui assurait de ne manquer de rien, mais qui en même temps lui donnait l'impression d'être une prostituée de luxe. Car c'était ce qu'elle était, au fond. Une femme qui avait vendu sa liberté en échange de la sécurité financière. Et le mari qu'elle avait sur le papier restait invisible. Pas un appel, pas un message, pas une apparition. Elle restait dans cet appartement, à se demander s'il savait au moins qu'elle existait. S'il avait au moins la curiosité de savoir avec qui il s'était marié. Ce fut au cours d'un de ces après-midi solitaires qu'Amélie commença à ressentir quelque chose d'étrange. Un vertige qui ne passait pas. Une nausée qui la prenait chaque matin et la faisait courir aux toilettes. Au début, elle pensa que c'était juste le stress, le deuil de sa mère, la tristesse d'être seule au monde. Mais quand les nausées persistèrent pendant 2 semaines consécutives, elle commença à avoir des doutes. Et le doute se transforma en peur et la peur en panique. Car ce ne pouvait pas être ce qu'elle pensait. Il n'était pas possible que cette unique nuit avec l'inconnu ait eu ce résultat. Mais son corps ne mentait pas. Ses seins étaient douloureux. Ses règles n'étaient pas venues. Amélie sortit de chez elle en tremblant, se rendit dans une pharmacie loin de son quartier où personne ne la connaissait, acheta 3 tests de grossesse différents parce qu'elle ne pouvait pas se fier à un seul et rentra en courant. Elle s'enferma dans la salle de bain, fit le premier test avec des mains si tremblantes qu'elle faillit le faire tomber et attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie. Quand elle regarda le résultat et vit les 2 lignes roses,
son monde s'effondra à nouveau. Elle fit le deuxième test, puis le troisième. Tous étaient positifs. Amélie glissa le long du mur de la salle de bain jusqu'au sol froid, serrant ses genoux, pleurant désespérément. « Maman, pardonne-moi, j'ai tout gâché. J'ai promis d'épouser Raphaël Laurent et maintenant je suis enceinte d'un autre homme. Comment vais-je le regarder? Comment vais-je vivre avec ce mensonge ?» Elle resta là, sur le sol de la salle de bain, sans savoir combien de temps. Finalement, elle réussit à se relever, alla dans sa chambre, s'allongea sur le lit et serra son oreiller. Et pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, un autre sentiment commença à poindre aux côtés de la peur. Une sensation étrange et inattendue. Car à l'intérieur d'elle grandissait une vie, un petit bout d'elle et de cet homme de la nuit au bar. Et même si tout était de travers, même si tout était un désordre impossible, ce bébé était à elle. C'était la seule chose au monde qui lui appartenait vraiment. Elle posa la main sur son ventre encore plat et murmura « Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je te promets que je vais te protéger. Je promets que je ne laisserai rien de mal t'arriver. » Raphaël était assis dans son bureau quand l'avocat arriva avec un dossier rempli de documents. Il l'ouvrit avec anxiété, cherchant des informations sur Amélie. Il lut tout avec attention, l'adresse dans le Marais, la licence de lettres qu'elle avait interrompue quand sa mère était tombée malade, le fait qu'elle n'avait plus aucun parent vivant, qu'elle vivait seule depuis la mort de sa mère. Il y avait aussi des photos récentes que le détective privé avait prises. Raphaël les regarda une par une, sentant sa poitrine se serrer. C'était elle, la femme du bar, la femme qui ne quittait pas ses pensées, marchant dans les rues de Paris avec cette expression triste sur le visage, faisant ses courses au marché, assise seule dans un café. Il voulait y aller, voulait frapper à sa porte et lui demander pourquoi elle n'avait rien dit cette nuit-là, pourquoi elle s'était enfuie. Mais quelque chose le retenait. Peut-être la peur de découvrir que cette nuit n'avait rien signifié pour elle, que ce n'avait été qu'un moment de faiblesse. Il décida donc d'observer pour l'instant, de découvrir qui elle était vraiment avant de se révéler. C'est à ce moment-là que son père entra dans le bureau sans frapper, avec son expression sévère habituelle. « Raphaël, il faut qu'on parle de ta femme. » Raphaël ferma rapidement le dossier, comme s'il avait été surpris en faute. « Qu'y a-t-il avec elle ?» Auguste s'assit dans le fauteuil en face du bureau. « Ce qu'il y a, c'est que tu as épousé cette jeune fille et tu n'es même pas allé la rencontrer. C'est un manque de respect, Raphaël. Amélie est une fille bien. Elle a perdu ses parents. Elle est seule au monde. Et tu n'as même pas la décence de la présenter à la famille. » Raphaël passa les mains dans ses cheveux, irrité. « Père, ce mariage était votre idée, pas la mienne. J'ai rempli ma part du contrat. J'ai signé les papiers. Je me suis assuré qu'elle ne manquerait de rien. Que voulez-vous de plus ?» Mais Auguste frappa la table de sa main. « Je veux que tu agisses comme un homme. Je veux que tu assumes tes responsabilités. Cette jeune fille est ta femme devant Dieu et la loi, et tu devras bien vivre avec elle tôt ou tard. » Raphaël se leva de sa chaise. « Très bien, père, très bien. J'irai la rencontrer, mais à mon rythme et à ma façon. » Il quitta le bureau avant que son père ne puisse répondre. Il se rendit au parking, monta dans sa voiture et resta assis, serrant le volant. Il sortit le collier de sa poche où il le gardait toujours et regarda les initiales AD. Pour la 1000e fois depuis cette nuit, il se demanda qui était vraiment cette femme. Maintenant, il connaissait son nom, son adresse, il savait tout sur elle. Mais en même temps, il sentait qu'il ne savait rien, car les informations sur le papier ne disaient rien de qui elle était vraiment, de ce qu'elle ressentait, de la raison pour laquelle ses yeux étaient si tristes cette nuit-là au bar. Camille Fournier avait ses propres plans, et elle en avait toujours eu. Depuis qu'elle était petite et vivait dans une banlieue modeste de Paris, voyant sa mère travailler comme femme de ménage dans les maisons des riches, elle s'était juré qu'un jour, elle sortirait de cette vie, qu'elle réussirait à entrer dans le monde des gens fortunés. Et elle avait réussi. Elle avait étudié, avait obtenu un diplôme en gestion, avait décroché un poste dans l'une des entreprises du groupe Laurent et grimpait les échelons lentement mais sûrement. Quand elle apprit que Raphaël Laurent avait épousé la fille de Dubois, elle fut furieuse. Elle avait passé des mois à essayer d'attirer son attention, toujours impeccable, toujours souriante, toujours disponible, mais il ne l'avait jamais regardée de cette façon. Et maintenant, il était marié à une orpheline sans avenir qui n'avait même pas terminé ses études. Ce n'était pas juste. Mais Camille était intelligente. Elle savait attendre le bon moment. Et quand elle rendit visite à Amélie et découvrit le secret de la nuit au bar, découvrit qu'elle était enceinte d'un autre homme, elle sut qu'elle avait trouvé l'arme parfaite.
Si elle jouait bien ses cartes, si elle savait utiliser cette information au bon moment, peut-être pourrait-elle encore obtenir ce qu'elle voulait. Peut-être pourrait-elle encore attirer l'attention de Raphaël. Peut-être même réussirait-elle à prendre la place qui aurait dû être la sienne depuis le début. C'est pourquoi elle commença à rendre visite à Amélie plus fréquemment, lui apportant toujours à manger, lui demandant toujours comment elle allait, se faisant passer pour une amie. Et Amélie, si seule et désespérée, acceptait cette amitié sans rien soupçonner, sans se rendre compte que chaque mot qu'elle prononçait était mentalement noté par Camille, que chaque faiblesse qu'elle montrait était cataloguée, que chaque secret qu'elle révélait était gardé pour un usage futur. Quand Amélie lui avoua finalement qu'elle était enceinte, qu'elle l'avait découvert grâce au test, qu'elle ne savait pas quoi faire, Camille posa la main sur son épaule et dit de sa voix douce et venimeuse « Tu dois demander le divorce, Amélie. C'est la seule issue. Parce que quand la famille Laurent découvrira que tu es enceinte d'un autre homme, ils vont te détruire. Ils diront que tu es une traînée, que tu les as trompés. Il vaut mieux que tu sortes de là avant qu'il ne soit trop tard. » Et Amélie écoutait ces mots, sentant la peur grandir parce que ça avait du sens. Comment allait-elle cacher un ventre pendant 9 mois? Comment allait-elle l'expliquer quand le bébé naîtrait? Et Camille continuait de semer les graines du doute. Réfléchis bien. Pourras-tu regarder Raphaël en sachant que tu portes l'enfant d'un autre? Pourras-tu vivre avec ce mensonge pour toujours? Amélie secouait la tête en pleurant. Non, je ne pourrai pas. Tu as raison. Je dois demander le divorce. Je dois sortir de là avant de blesser plus de gens. Et Camille souriait intérieurement, satisfaite, car tout se déroulait comme prévu. Les mois passèrent et le ventre d'Amélie commença à s'arrondir. D'abord juste un peu, presque imperceptiblement, puis de plus en plus. Elle portait des vêtements amples pour le cacher, évitait de sortir de chez elle, vivait enfermée dans cet appartement du Marais comme une prisonnière. C'est alors qu'elle décida que Camille avait raison, qu'elle devait demander le divorce, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ce mensonge. Elle appela donc l'avocat et demanda une réunion avec la famille Laurent. L'avocat parut surpris. « Vous en êtes certaine, Madame Laurent ?» Elle répondit d'une voix ferme, « Oui, je le suis. Il faut que je règle ça au plus vite. » Ils fixèrent un rendez-vous pour la semaine suivante. Amélie passa ses jours à répéter ce qu'elle allait dire, comment elle demanderait le divorce, sans expliquer la vraie raison. Mais le jour venu, quand elle entra dans cet immense hôtel particulier des Laurent à Neuilly-sur-Seine, avec ses lustres en cristal et ses tableaux de maître au mur, et qu'elle vit le vieil Auguste assis dans un fauteuil comme un juge, flanqué de ses avocats, et de quelques parents dispersés dans le salon, ses jambes se dérobèrent. Mais elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix tremblante mais décidée « Monsieur Laurent, je suis venu demander le divorce. » Le silence qui s'ensuivit fut lourd. Puis le vieil homme frappa le sol avec sa canne. « Le divorce? Vous savez ce que vous demandez, jeune fille? Vous connaissez le poids de la promesse qui a été faite ?» Amélie essaya de garder une voix ferme. « Je le sais, monsieur, mais ce mariage n'a aucun sens. Je n'ai jamais vu mon mari. Il n'a jamais voulu me rencontrer. Nous avons signé un papier, mais il n'y a rien entre nous. Il vaut donc mieux en finir maintenant. » Auguste allait répondre quand Camille, qui avait réussi à être présente à la réunion comme une sorte de soutien pour Amélie, fit un pas en avant et dit de sa voix calculée « Monsieur Laurent, peut-être qu'Amélie a d'autres raisons de vouloir le divorce. » Amélie se tourna vers elle, effrayée. « Camille, non !» Mais il était trop tard. Camille continua. « La vérité, c'est qu'Amélie est enceinte. » L'impact de ces mots fut comme une bombe explosant au milieu du salon. Tout le monde se mit à parler en même temps. Auguste se leva difficilement de son fauteuil, le visage rouge de colère. « Enceinte? Vous êtes enceinte et vous osez venir ici demander le divorce ?» Amélie pleurait. « Je ne voulais pas que vous la preniez comme ça. Ce n'était pas prévu comme ça. » L'une des tantes de Raphaël, une femme d'une 50aine d'années qui avait l'air de n'avoir jamais souri de sa vie, dit à voix haute « C'est une honte. Elle a trompé toute la famille. Elle a épousé notre Raphaël alors qu'elle était enceinte d'un autre. » Une autre tante ajouta « C'est pour ça qu'elle veut le divorce, pour cacher sa honte. » Amélie voulait s'expliquer, mais les mots ne sortaient pas. C'est alors qu'Auguste leva la main pour demander le silence. Il la regarda avec un mélange de déception et de lassitude. « Très bien, mademoiselle Dubois. Si c'est ce que vous voulez, le divorce vous sera accordé. Je ne forcerai personne à rester dans une famille dont il ne veut pas faire partie. » Amélie ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. C'était fini. La promesse que sa mère lui avait arrachée était rompue. Mais en même temps,
Elle sentait qu'elle avait échoué, qu'elle avait déçu la mémoire de ses parents. Elle sortit de cet hôtel particulier en pleurant, sans se retourner, sans voir le regard triomphant de Camille qui restait là, observant la scène. Raphaël était à Barcelone quand il reçut l'appel de son père. Il était parti 2 semaines plus tôt pour régler des problèmes sur l'un des chantiers internationaux du groupe. Quand il décrocha et entendit la voix grave de son père à l'autre bout du fil, « Raphaël, ta femme est venue ici demander le divorce. » Il resta silencieux quelques secondes, digérant l'information. Puis il demanda « Et vous avez accepté ?» Auguste soupira. « Nous n'avons encore rien signé. » « Mais il y a plus. Elle est enceinte. » Raphaël sentit le sol disparaître sous ses pieds. Enceinte? Son esprit se mit à tourner à toute vitesse, faisant des calculs. Si elle était enceinte et que c'était arrivé cette nuit-là au bar, alors l'enfant était de lui. Il était impossible que ce soit d'un autre, car les enquêteurs avaient vérifié. Elle ne sortait avec personne, n'avait pas de petit ami, rien. La seule explication était que cette nuit avait eu des conséquences. Raphaël sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de peur et d'excitation. Il allait être père. Il avait un enfant qui grandissait à l'intérieur de cette femme, qui ne quittait pas ses pensées. Mais en même temps, il était furieux. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Pourquoi était-elle venue demander le divorce au lieu de lui parler? Son père continuait, « Toute la famille est au courant. C'est un scandale. Elle est arrivée ici avec une amie. Et c'est l'amie qui a révélé la grossesse. Maintenant, tout le monde dit qu'elle nous a trompés, qu'elle s'est mariée en étant enceinte d'un autre. » Raphaël serra le téléphone avec force. « Père, je rentre dès que j'ai réglé les choses ici. Mais en attendant, ne signez rien. Vous m'entendez? Pas de divorce avant mon retour. » Bye. Auguste parut confus. « Mais pourquoi, Raphaël? Tu as toi-même dit que tu ne voulais pas de ce mariage. » Raphaël regarda par la fenêtre de son hôtel la ville de Barcelone. « J'ai changé d'avis, père. Ne signez rien jusqu'à mon retour. » Il raccrocha, avant que son père ne puisse poser d'autres questions. Il resta là, debout, à réfléchir, essayant de décider quoi faire. Une partie de lui voulait prendre le premier vol pour Paris et confronter Amélie, lui demander pourquoi elle fuyait, pourquoi elle ne lui avait pas parlé du bébé. Mais une autre partie avait peur. Peur qu'elle ne veuille pas de lui. Peur que cette nuit n'ait rien signifié pour elle. En y pensant, il sortit le collier qu'il portait toujours dans sa poche et regarda les initiales AD. Ate prit une décision. Il rentrerait, oui, mais avant, il engagerait le meilleur détective qu'il puisse trouver. Il découvrirait tout sur cette nuit. Il aurait la certitude absolue que ce bébé était le sien. Et seulement alors, il confronterait Amélie et lui ferait comprendre qu'il n'y avait pas d'échappatoire, qu'ils étaient liés pour toujours maintenant. Amélie passa les mois suivants à vivre dans une sorte de limbe. La famille Laurent avait accepté sa demande de divorce, mais les papiers n'avaient toujours pas été signés. Elle continuait de recevoir la pension chaque mois, et son ventre continuait de grossir. Elle en était à 6 mois quand elle se réveilla un matin avec de fortes douleurs. Des douleurs qui n'étaient pas normales. Elle appela les urgences et fut emmenée à la Pitié-Salpêtrière, le même hôpital où sa mère était morte. Les médecins dirent qu'il y avait des complications, que le bébé était en détresse, qu'il devait pratiquer une césarienne d'urgence, bien qu'elle ne soit qu'à 28 semaines. Amélie était terrifiée. « S'il vous plaît, sauvez mon bébé. Faites ce qu'il faut, mais sauvez-le. » Les médecins l'emmenèrent au bloc opératoire, l'anesthésièrent. Quand elle se réveilla quelques heures plus tard, elle était dans une chambre blanche qui sentait le désinfectant. Une infirmière s'approcha d'elle en souriant. « Félicitations, madame. Vous avez eu un magnifique petit garçon. Il est en unité de soins intensifs néonatal, mais il est stable. » Amélie se mit à pleurer de soulagement. « Je peux le voir ?» L'infirmière dit que oui, que dans quelques heures. Quand elle serait plus remise, elle pourrait aller en néonatologie. Amélie resta allongée, fixant le plafond, pensant à tout ce qui s'était passé, à sa mère qui n'était pas là pour connaître son petit-fils, au père du bébé dont elle ignorait tout, à la façon dont elle allait élever cet enfant seule. C'est alors qu'elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir. Elle tourna la tête, s'attendant à voir l'infirmière, mais c'est un homme grand en costume sombre qui entra. Quand Amélie regarda son visage, elle sentit son cœur s'arrêter. C'était lui, l'homme du bar. L'homme de la nuit qui avait tout changé. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Il s'approcha lentement du lit, les yeux fixés sur elle et dit d'une voix étranglée « Bonjour Amélie ». Elle murmura « Comment connaissez-vous mon nom ?» Il eut un sourire triste. «
Je sais bien plus que ça. Je sais que tu es ma femme. Je sais que ce bébé là-bas en soins intensifs est mon fils. Je sais tout. Amélie sentit le monde tourner. Vous êtes Raphaël? Il hocha la tête. Oui. Et tu es la femme que j'ai passé les derniers mois à chercher, sans savoir que je t'avais déjà trouvée la nuit même où nous nous sommes rencontrés au bar. Amélie se mit à pleurer. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Si j'avais su que tu étais mon mari, je ne me serais jamais enfui comme ça. Raphaël s'assit sur le bord du lit et lui prit la main. Je sais, Amélie, je sais. Le détective que j'ai engagé a tout découvert. Il a découvert que tu venais de perdre ta mère cette nuit-là, que tu ne savais même pas qui j'étais, que cette nuit a été aussi importante pour toi qu'elle l'a été pour moi. Il sortit le collier de sa poche, ce collier en argent avec les initiales AD. Tu as laissé tomber ça dans les draps. Je l'ai gardé. Je l'ai porté sur moi tous les jours depuis, parce que c'était la seule chose que j'avais de toi. Amélie regarda le collier, sentant d'autres larmes couler. J'ai tellement cherché ce collier. C'était celui de mon père. Raphaël lui remit délicatement le collier autour du cou. Maintenant, il a retrouvé sa place, tout comme je suis revenu vers toi. Amélie le regarda dans les yeux. Mais, et le divorce? Et tout ce qui s'est passé? Raphaël secoua la tête. Oublie le divorce, oublie tout. La seule chose qui compte maintenant, c'est qu'on s'est retrouvés et qu'on a un fils. Et je ne te laisserai plus t'enfuir. Il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser différent de celui de cette nuit au bar. C'était un baiser plus doux, plus tendre. Un baiser qui promettait non seulement la passion, mais aussi le soin. Quand ils se séparèrent, Amélie murmura « J'ai peur que tu me détestes pour tout ça, pour avoir demandé le divorce, pour avoir caché la grossesse. » Mais Raphaël prit son visage entre ses mains. « Je ne te déteste pas, Amélie. Je t'aime. Je crois que je suis tombé amoureux de toi cette première nuit sans même le savoir. Et maintenant que je t'ai retrouvée, je ne te laisserai plus partir. » Amélie sourit à travers ses larmes. « Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi cette nuit-là. Et je me suis demandé tous ces mois qui tu étais, où tu étais. » Ils restèrent enlacés jusqu'à ce que l'infirmière revienne et dise qu'Amélie pouvait aller voir le bébé. Raphaël l'aida à se lever et ils se rendirent ensemble en néonatologie. Quand ils arrivèrent et virent ce minuscule bébé dans la couveuse, avec ses tubes et ses moniteurs, ils se mirent tous les deux à pleurer, parce qu'il était parfait. C'était un miracle. Raphaël posa la main sur la vitre de la couveuse et dit doucement « Salut mon fils, je suis ton père et je te promets que je prendrai soin de toi et de ta mère pour toujours. » Amélie posa sa tête sur son épaule et pour la première fois depuis des mois, sentit que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Les jours suivants, Raphaël ne quitta pas l'hôpital. Il dormait sur une chaise inconfortable à côté du lit d'Amélie et allait sans cesse en néonatologie pour voir son fils. Ce fut lors d'un de ces moments, alors qu'il se tenait devant la couveuse regardant ce bébé qui ne pesait qu'1 kg 200 grammes, qu'il sentit une main sur son épaule. Il se retourna et vit son père. Auguste Laurent était là, les yeux rouges, regardant son petit-fils à travers la vitre. Il resta silencieux un long moment avant de parler. Il a les yeux des Laurent. Raphaël sentit une boule dans sa gorge. « Oui, père, c'est mon fils. Ça a toujours été mon fils depuis le début. » Auguste le regarda, confus. « Comment ça, depuis le début ?» Raphaël prit une profonde inspiration et lui raconta tout. La nuit au bar, comment il avait fui le mariage arrangé, comment il avait rencontré Amélie, sans savoir qui elle était. Comment ils avaient passé cette nuit ensemble, comment il avait gardé le collier et l'avait cherché pendant des mois. Comment il n'avait découvert la vérité qu'en voyant son nom sur les papiers du divorce. Auguste écouta tout en silence. Quand Raphaël eut terminé, le vieil homme avait des larmes qui coulaient sur son visage. « Alors le destin nous a joué un tour, mon fils. On a tellement lutté contre ce mariage, et au final on découvre que c'était exactement ce qui devait arriver. » Raphaël hocha la tête. « Oui, père. J'aime Amélie. Je l'aime depuis cette première nuit. Et maintenant que je sais qui elle est, je ne la laisserai pas s'échapper. » Auguste posa la main sur l'épaule de son fils. « Alors tu dois faire les choses bien. Tu dois l'épouser à nouveau. Pas dans une étude de notaire froide avec des papiers signés séparément, mais lors d'une vraie cérémonie, devant Dieu et la famille. Tu dois montrer à tout le monde qu'elle est ta véritable épouse et que ce garçon est l'héritier des Laurent. » Raphaël sourit. « C'est exactement ce que je compte faire, père. Dès qu'elle et le bébé sortiront d'ici, j'organiserai le plus beau mariage que Paris ait jamais vu. » Amélie était allongée sur son lit d'hôpital quand Camille apparut.
Elle entra dans la chambre avec son faux sourire et un bouquet de fleurs à la main. « Tiens, salut Amélie, je suis venu voir comment tu allais. » Amélie la regarda avec une expression froide que Camille n'avait jamais vue auparavant. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Camille. » L'autre feignit la surprise. « Pourquoi me parles-tu comme ça? Je suis ton ami. » Mais Amélie s'assit péniblement sur le lit. « Mon ami, tu es allé chez les Laurent et tu as parlé de ma grossesse devant tout le monde. Tu m'as exposé, tu m'as humilié. Tu crois que c'est ce que fait une amie? » Camille tenta de se défendre. « J'essayais seulement de t'aider. » Je pensais qu'il valait mieux qu'il le sache. Mais Amélie secoua la tête. « Non, tu n'essayais pas de m'aider. Tu essayais de me détruire. Et j'ai été stupide de ne pas le réaliser avant, de ne pas voir que tu as toujours été jalouse de moi. » C'est à ce moment-là que Raphaël entra dans la chambre. Quand il vit Camille, son expression se durcit. « Mais qu'est-ce que c'est ce que tu fais ici ?» Camille se tourna vers lui, avec le sourire séducteur qu'elle utilisait toujours. « Bonjour Raphaël. Je suis venu rendre visite à Amélie. Nous sommes amis depuis longtemps. » Mais Raphaël fit un pas en avant, le regard glacial. « Amis? Les amis ne font pas ce que tu as fait. Tu as profité de la fragilité d'Amélie pour tenter de la détruire. Et je sais pourquoi. Les enquêteurs que j'ai engagés ont tout découvert sur toi. Ils ont découvert comment tu as essayé de te rapprocher de moi à l'entreprise. Comment tu as été furieuse en apprenant le mariage. Comment tu as essayé d'utiliser les informations qu'Amélie t'a confiées pour mettre fin à son mariage. » Camille devint pâle. Mais Raphaël continua. « Si, c'est vrai. Et il y a plus. J'ai découvert que tu as essayé de répandre des rumeurs dans l'entreprise à propos d'Amélie, que tu as essayé de salir sa réputation auprès des autres employés. Et ça s'arrête aujourd'hui. Tu es renvoyé. Je ne veux plus de toi près de mon entreprise, près de ma famille, et surtout pas près de ma femme. » Camille sentit le masque tomber. Toute la colère et la jalousie qu'elle avait gardée pendant des mois, explosant d'un seul coup. « Ah, ta femme. Elle ne te mérite pas, Raphaël. Elle ne mérite rien de ce qu'elle a. C'est moi qui aurais dû être à sa place. J'ai travaillé, j'ai fait des efforts, j'ai tout fait correctement et elle n'a eu qu'à exister et tout lui est tombé du ciel. » Amélie se leva du lit, malgré la douleur. « Tu crois que tout m'est tombé du ciel, Camille? J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Je me suis retrouvée seule au monde. J'ai été forcée d'épouser un homme que je ne connaissais pas. J'ai passé des mois à vivre dans la peur et la culpabilité. J'ai eu un accouchement prématuré et j'ai failli perdre mon fils. Tu appelles ça de la chance? Tu crois que je souhaiterais cette vie à quelqu'un? » Camille pleurait maintenant. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret, c'était des larmes de rage. « Je te déteste, Amélie. Je t'ai toujours détestée. Depuis que j'ai appris que tu allais épouser Raphaël. Tu n'es qu'une orpheline sans avenir qui ne sait pas la valeur de ce qu'elle a. » Raphaël se plaça devant Amélie, la protégeant. « Sors d'ici maintenant, Camille, avant que j'appelle la sécurité. » Camille leur jeta un dernier regard, la haine peinte sur son visage et sortit en claquant la porte. Amélie s'effondra en pleurant dans les bras de Raphaël. « Je lui faisais confiance. Je lui ai tout raconté. » Raphaël la serra fort. « Je sais, mon amour. Mais c'est fini. Elle ne te fera plus de mal, je te le promets. » Les semaines passèrent et le bébé devint plus fort, prenant du poids, ses poumons se développant. Finalement, après 2 mois en néonatologie, les médecins dirent qu'il pouvait sortir. Amélie et Raphaël pleurèrent de joie quand l'infirmière plaça ce petit bébé, petit mais en bonne santé, dans ses bras. Raphaël les regarda tous les deux, sa femme et son fils, et sentit sa poitrine exploser d'amour. Qu'ils ramenèrent le bébé à la maison, non pas à l'appartement du Marais, mais à l'hôtel particulier des Laurent à Neuilly. Auguste avait insisté pour qu'ils y vivent, pour que la famille soit réunie. Quand ils franchirent la porte avec le bébé dans les bras, toute la famille les attendait. Les tantes qui avaient auparavant mal parlé d'Amélie étaient maintenant là avec des cadeaux et des sourires embarrassés. Auguste prit son petit-fils dans ses bras avec précaution. Cet homme dur qui ne montrait jamais ses émotions pleurait ouvertement. « Bienvenue dans la famille, petit Gabriel Laurent. » C'était le nom qu'ils avaient choisi, Gabriel qui signifie « force de Dieu ». C'était parfait, car ce bébé s'était tant battu pour survivre. Amélie regarda autour d'elle, cet immense hôtel particulier qui était maintenant sa maison, cette famille qui était maintenant la sienne aussi. Et pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle sentit qu'elle n'était plus seule au monde, qu'elle avait trouvé un vrai foyer. Raphaël organisa le mariage 3 mois plus tard, quand Gabriel était plus fort et qu'Amélie s'était complètement remise de l'accouchement.
Ce fut une cérémonie magnifique à l'église de la Madeleine, avec des fleurs blanches décorant tout l'autel, toute la famille présente, ainsi que les amis et les connaissances de la haute société parisienne venus les honorer. Quand Amélie entra dans l'église en robe blanche, tenant un bouquet de roses, avec Gabrielle dans les bras d'Auguste au premier rang, Raphaël sentit les larmes couler. Elle était si belle, si radieuse, si différente de cette jeune femme aux yeux tristes qu'il avait rencontrée dans ce bar de Saint-Germain des mois auparavant. Quand elle arriva devant lui et que le prêtre commença la cérémonie, Raphaël lui prit les mains et prononça les vœux qu'il avait écrits. « Amélie, je t'ai rencontrée dans la nuit la plus sombre de ma vie, alors que je fuyais un destin que je croyais ne pas vouloir. Et tu m'as montré que parfois, le destin en sait plus que nous, que parfois les choses arrivent exactement comme elles le doivent. Je te promets de passer le reste de ma vie à t'aimer, à te protéger, à te rendre heureuse, car toi et Gabrielle êtes tout pour moi maintenant. » Amélie pleurait en prononçant ces vœux. « Raphaël, cette nuit-là au bar, j'étais brisée, détruite, perdue, et tu m'as accueillie, sans même savoir qui j'étais. Et sans le savoir, tu me sauvais déjà. Aujourd'hui, je te promets de t'aimer chaque jour, de construire une belle famille avec toi, d'honorer la mémoire de mes parents en faisant de cette vie que nous avons ensemble quelque chose de beau et de vrai. » Et quand le prêtre dit qu'ils pouvaient s'embrasser, le baiser qu'ils échangèrent fut vu par toute l'église. Les gens applaudirent, et Gabrielle se mit à pleurer comme s'il savait que c'était un moment spécial. Après la cérémonie, il y eut une fête à l'hôtel particulier avec un orchestre, un repas somptueux, du champagne français. Amélie dansa avec Raphaël au milieu du salon, sur la même musique lente qui jouait dans ce bar de Saint-Germain. Il lui murmura à l'oreille « Tu te souviens de la première fois où on a dansé ?» Elle sourit. « Comment pourrais-je l'oublier ? C'est la nuit qui a changé ma vie. » Il la fit tourner doucement. « La mienne aussi, mon amour. Ça a tout changé. Les années passèrent et la famille s'agrandit. Gabriel grandit, fort et en bonne santé, avec les yeux sombres de son père et le sourire doux de sa mère. Quand il eut 3 ans, il eut une petite sœur, Hélène, et 2 ans plus tard, un petit frère, Pierre. L'hôtel particulier des Laurent se remplit de vie, de rires d'enfants, d'amour. Amélie se transforma. Elle n'était plus cette jeune fille effrayée et seule. Elle était une femme forte, confiante, qui gérait des projets sociaux au nom de la famille, qui aidait des familles, dans le besoin comme la sienne l'avait été un jour, qui faisait une différence dans la vie des autres. Raphaël la regardait avec fierté, car elle était devenue non seulement sa femme, mais sa partenaire en tout. Auguste, avant de mourir à 75 ans, appela son fils et sa belle-fille pour une conversation. Il était faible, alité dans sa chambre à l'hôtel particulier. Il leur prit les mains. « Je veux vous remercier de m'avoir donné la joie de voir cette famille grandir, de connaître mes petits-enfants, de voir votre amour s'épanouir. Et Raphaël, je veux que tu saches que je suis fier de l'homme que tu es devenu, du père que tu es, du mari dévoué que tu es devenu. » Raphaël pleurait. « Merci, père, pour tout. Pour avoir fait cette promesse au père d'Amélie, pour avoir insisté sur ce mariage même quand je m'y opposais. Car sans cela, je ne l'aurais jamais trouvé. » Auguste regarda Amélie. « Et toi, ma petite, tu as honoré la mémoire de tes parents. Tu as honoré la promesse que ta mère t'a arrachée sur son lit de mort. Tu es devenue une vraie Laurent, et je suis fier de t'appeler ma fille. » Amélie embrassa le front de son beau-père en pleurant. « Merci de m'avoir accueilli, de m'avoir donné une famille quand je n'avais plus personne. » Cette nuit-là, Auguste mourut en paix, sachant qu'il avait tenu la promesse faite à son ami, sachant qu'il avait assuré l'avenir de la fille de Dubois, sachant qu'il avait uni 2 familles d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pour leur 10e anniversaire de mariage, Raphaël emmena Amélie dans le bar de Saint-Germain-des-Prés où tout avait commencé. L'endroit existait toujours, un peu rénové mais conservant l'essence de ce simple bistrot avec de la musique live. Ils s'assirent à la même table, commandèrent les mêmes boissons. Et quand le groupe commença à jouer cette musique lente, Raphaël lui tendit la main. « Veux-tu danser ?» Amélie sourit en acceptant. « Toujours. » Ils dansèrent au milieu de ce bar comme ils l'avaient fait 10 ans plus tôt. Mais maintenant, ils n'étaient plus 2 étrangers fuyant la douleur. Ils étaient mari et femme, parents de 3 beaux enfants, ils étaient une famille. Quand la musique s'arrêta, Raphaël prit son visage entre ses mains. « Tu sais que je t'aime plus aujourd'hui que je ne t'aimais cette première nuit ?» Amélie posa son front contre le sien. « Je le sais, parce que moi aussi je t'aime plus chaque jour qui passe. » Il sortit de sa poche une petite boîte. Quand il l'ouvrit, Amélie vit le collier en argent avec les initiales AD,
le même collier qu'elle avait perdu cette nuit-là il y a 10 ans. Mais maintenant, il avait été restauré, poli, et à côté, il y avait un autre pendentif, les initiales RL de Raphaël Laurent. « J'ai fait ajouter mes initiales », expliqua-t-il en lui passant le collier autour du cou, « parce que maintenant, nous sommes ensemble pour toujours. » Amélie toucha les deux pendentifs. « Pour toujours ?» répéta-t-elle, et ils s'embrassèrent là, au milieu du bar, tandis que les gens autour souriaient, en voyant ce couple visiblement amoureux, sans connaître toute l'histoire, sans savoir tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. Gabriel grandit et devint un jeune homme responsable qui étudia l'ingénierie, voulant poursuivre l'héritage de l'entreprise familiale. Hélène devint avocate spécialisée dans les droits de l'enfant, inspirée par l'histoire de sa mère. Et Pierre choisit la médecine, voulant aider des familles comme la sienne avait été aidée. Amélie regardait ses 3 enfants avec un cœur débordant de fierté, car chacun d'eux portait non seulement le nom de Laurent, mais aussi l'héritage de Dubois. Ils portaient l'histoire de leurs grands-parents qu'ils n'avaient jamais connus mais qui s'étaient tant battus pour offrir un avenir meilleur à leur famille. Un soir de Noël, alors que tous étaient réunis à l'hôtel particulier, avec les petits-enfants d'Amélie courant dans le jardin. Avec toute la famille autour de la table bien garnie, Raphaël se leva et demanda l'attention. « Je voudrais porter un toast », dit-il en levant sa coupe de champagne. « Un toast à Amélie, la femme qui a transformé ma vie, qui m'a appris ce qu'est le véritable amour, qui m'a donné 3 merveilleux enfants et une famille dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Tous levèrent leur coupe. Amélie pleurait d'émotion. Il continua, et un toast aussi à ceux qui sont partis. À monsieur et madame Dubois qui ont élevé cette femme incroyable. À mon père Auguste, qui a eu la sagesse de faire une promesse et d'insister pour qu'elle soit tenue. Car sans eux, rien de tout cela n'existerait. Tous burent. Ensuite, Gabriel demanda aussi la parole. « Je veux remercier mes parents de nous avoir raconté votre histoire depuis que nous sommes petits, de n'avoir rien caché, de nous avoir appris que parfois, l'amour naît dans les endroits les plus inattendus, et que le destin a des plans que l'on ne comprend pas au début, mais qui prennent tout leur sens à la fin. » Amélie regarda son fils aîné, ce bébé prématuré qui s'était tant battu pour survivre, et qui était maintenant un homme fort et bon, et sentit qu'elle avait accompli la promesse faite à sa mère, sur son lit de mort il y a tant d'années. Elle avait épousé l'héritier des Laurent, et avait construit une vie magnifique. Elle avait honoré la mémoire de ses parents, avait créé un héritage qui se poursuivrait pendant des générations. Amélie mourut à 83 ans, entourée de sa famille, dans le même lit de l'hôtel particulier des Laurent, où elle avait dormi plus de 50 ans aux côtés de Raphaël. Il lui tint la main jusqu'à son dernier souffle. Et quand elle ferma les yeux pour la dernière fois, elle avait un sourire sur le visage. Le sourire de quelqu'un qui a vécu pleinement, qui a aimé et a été aimé, qui a tenu toutes ses promesses et a reçu bien plus qu'elle n'espérait. Les funérailles furent grandioses, avec des centaines de personnes qui avaient été touchées par sa générosité, par les actions sociales qu'elle avait développées, par les vies qu'elle avait transformées. Raphaël fit un discours lors de la cérémonie, la voix étranglée par l'émotion. « Ma femme était une femme extraordinaire. Elle a tout perdu très tôt dans la vie, mais elle n'a jamais perdu sa capacité à aimer, à se soucier des autres, à faire la différence. Et j'ai eu la bénédiction de passer plus de 50 ans à ses côtés, de construire une belle famille avec elle, d'apprendre avec elle ce qui compte vraiment dans la vie. » Gabriel, Hélène et Pierre étaient là, en larmes, entourés de leurs propres enfants et petits-enfants, car la famille qu'Amélie et Raphaël avaient construite était immense maintenant, forte, unie. Raphaël vécut encore 5 ans après sa mort, 5 ans pendant lesquels il se rendait sur sa tombe tous les jours, où il racontait à ses arrière-petits-enfants des histoires sur l'incroyable arrière-grand-mère qu'ils avaient eue. Et quand son heure vint enfin, il mourut en paix, sachant qu'il avait vécu une vie pleine de sens, pleine d'amour. Il fut enterré aux côtés d'Amélie, et sur leur pierre tombale, on pouvait lire « Raphaël et Amélie Laurent, unis par le destin, séparés seulement par la mort, ensemble pour l'éternité. » Fin de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine l'histoire d'Amélie et Raphaël. Une histoire qui a commencé dans la douleur et s'est terminée dans l'amour. Qui a commencé par une promesse arrachée sur un lit de mort et s'est achevée par un héritage familial qui a traversé les générations. Et si vous lisez ou écoutez cette histoire maintenant, souvenez-vous que parfois, les moments les plus difficiles de la vie ne sont que le début de quelque chose de merveilleux. Que parfois, le destin a de meilleurs plans que les nôtres. Que l'amour peut naître dans les endroits les plus inattendus
et dans les circonstances les plus improbables, et qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour croire, pour s'abandonner. Alors si vous avez aimé cette histoire, si elle a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un like ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne Récits émouvants pour ne manquer aucune des prochaines histoires touchantes que nous allons raconter, et partagez dans les commentaires d'où vous nous regardez quelle partie de l'histoire vous a le plus ému si vous avez vécu quelque chose de similaire dans votre vie. Car votre participation est très importante pour nous. C'est ce qui nous motive à continuer à vous apporter ces histoires qui réchauffent le cœur et nous font croire qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une seconde chance, toujours de l'amour qui nous attend quelque part. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et à la prochaine histoire de Récits émouvants. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille,